sur le one-to-one live. Il manque quelqu'un parce que le one-to-one live, c'est aussi de l'organisation en live. Et vous allez voir que nous n'avons pas 3 invités, mais 4 invités pour cette table ronde qui va nous amener doucement à la fin de ce rendez-vous de la journée. Je vais y venir dans un instant parce que cette table ronde, c'est 2020 et après. Oui, et après, on en est un peu tous au même point, on a assez peu de visibilité. Le grand bouleversement, non pas la révolution, mais l'accélération, ça c'est sûr, sur le digital, sur l'engagement. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est s'adapter aux nouveaux modes de consommation, prendre en compte la préoccupation éco-responsable, et puis tout ceci en préservant le business. Donc l'équation devient quand même assez compliquée. Alors finalement, on a quelques questions qu'on va soulever avec nos invités. Quel impact aura eu la crise sur le business des retailers ? Quelles idées, innovations peuvent perdurer au-delà de cette crise et de cette période particulière ? Quelles bonnes pratiques et usages vertueux va-t-on voir se multiplier ? Alors vous qui avez fait preuve d'agilité et de résilience, comment installer la transformation sur le long terme ? C'est ce que vont nous expliquer nos invités. Aujourd'hui, justement, ça tombe bien. On avait le plan de relance qui était présenté. Je crois qu'on est autour de 30 milliards d'euros pour une relance verte et engagée. Donc vous allez voir, on va voir comment on va faire du côté du commerce. Je vous rappelle, cette session, elle est 100% interactive, bien sûr. Vous pouvez poser vos questions. Nous y répondrons, pas moi d'ailleurs, mais les invités en plateau et avec nous à distance. Et tiens, une première question pour vous. Alors, déjà, voilà, on vous réexplique sur l'écran comment vous faites. On est bien là sur la table ronde 2020 et après. Et puis, une première question pour vous. Sur quoi portez-vous le plus d'attention sur vos achats depuis mars 2020? 3 possibilités: le prix, la livraison ou l'origine du produit. Alors on va attendre un petit peu quelques réponses pendant ce temps-là, parce que là je vois qu'il n'y a que le prix, 100% le prix. Ça m'inquiète quand même pour la suite, ou pas d'ailleurs. Donc c'est le prix, c'est combien? C'est ça, 50%, ça baisse un petit peu. Non, c'est toujours beaucoup, 60%. On va attendre que tout ceci se régule un peu. Tiens, je vais présenter les invités et puis on regarde dans une minute. Comme ça va se réguler. Alors, avec nous, donc Cyril Bourgois, bonjour. Bonjour. Directeur stratégie, transformation digitale et innovation du groupe Casino. Du groupe Casino. Donc, on rappelle, c'est énormément d'enseignes. Casino, Monoprix, énormément d'enseignes Franprix. En France, à l'étranger. En France, Monoprix, Franprix, Casino, Géant Casino, Casino Supermarché, Petit Casino, Vival, Sherpa, Leader Price, Spar, Cdiscount, incroyable. Voilà. Spar, Donc, c'est Spar. tout ça. Et puis le Brésil et la Colombie. Ok. À votre droite, Julie Le Calonnec, bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Atelier Gaston, une marque d'accessoires pour smartphones éco-responsables. On va y revenir dans un instant. Je continue sur le plateau. Donc, notre invité surprise de dernière minute, merci beaucoup, Joris. Joris Esco, le directeur général d'EasyCash. Bonjour. Premier réseau français d'achat-vente de produits d'occasion entre particuliers payés en cash. Et puis, nous rejoignons également Laure Cucuron qui est avec nous. Bonjour Laure. Bonjour Karine. Général manager de TerraCycle et Loop Europe. Donc on rappelle que TerraCycle, c'est une entreprise à mission qui existe depuis 20 ans, 10 ans en France. L'idée, bien sûr, c'est innover dans le secteur du recyclage et du réemploi, et notamment avec cette solution Loop que vous avez développée avec des retailers. On va y revenir dans un instant. Et si on regarde alors quand même la réponse à notre question, ça m'intéresse avant qu'on commence les discussions, qu'est-ce que ça donne? Donc je vous rappelle cette question. Sur quoi portez-vous le plus d'attention sur vos achats depuis mars dernier? Le prix, la livraison ou l'origine du produit? Et ça va sûrement alimenter nos discussions. Donc on a les délais et la qualité de livraison, 45%. Ah tiens, ça a changé. L'origine du produit, 36%. Et le prix, on n'est plus tombé qu'à 18%. Très bien, on garde ça en tête et on va voir effectivement ce que ça amène et peut-être des réflexions pour les uns et les autres. Cyril Bourgois, vous étiez en première ligne, vous, Casino, mais pas seulement, tous vos concurrents de la grande distribution. Vous avez dû vous adapter très rapidement, faire preuve d'agilité, de créativité, ne serait-ce que pour appliquer les normes sanitaires. D'ailleurs, c'était assez incroyable. On ne va pas revenir sur toute cette partie-là, mais moi, j'aimerais savoir quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette période-là en tant que dirigeant de l'innovation. Alors, il y a plein d'enseignements.
Le premier, même si on ne va pas revenir dans le détail, mais ça me semble important de le dire, c'est que ça a été l'occasion pour les Français de se rappeler que la grande distribution alimentaire était un quasi-service public et qu'en période de crise, il faut pouvoir se nourrir à tout moment. Donc le principal défi au débarrage pour les distributeurs et pour les fournisseurs a été de s'organiser pour assurer l'approvisionnement, le bon approvisionnement des Français dans un contexte pas évident. Les gens se sont précipités dans les magasins, ont fait des achats parfois irrationnels, etc. Et donc il a fallu rassurer quant à la capacité de la chaîne alimentaire au sens large de poursuivre le bon approvisionnement. Avec des magasins remplis, etc. Les enseignements qu'on peut déjà en tirer, c'est qu'en gros, on a observé une accélération de tendances qu'on observait déjà. La première, c'est évident, c'est le e-commerce, donc la livraison à domicile, et c'est d'ailleurs intéressant de voir dans l'étude que les délais de livraison et la qualité de livraison est aujourd'hui ce que les gens attendent en premier lieu. Où ça a coïncidé par hasard avec le lancement de l'offre Monoprix Plus, le partenariat qu'on a mis en place avec Ocado. On a construit un gros entrepôt qui nous permet de livrer le nord de la France, en gros, avec une gamme Monoprix très très large. Le deuxième enseignement, c'est que les clients font leurs courses un peu différemment. Et donc, tous les chantiers qui avaient été lancés sur l'omnicanalité ont pris énormément d'importance. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Les applications fidélité, et notamment celles qui permettent de scanner ou de payer sans avoir à passer par la caisse ou avec un minimum d'interaction, ont évidemment connu une forte croissance dans cette période de crise. Et le troisième sujet qui me paraît important, c'est le fait que la proximité a fait un retour en force, particulièrement marqué pendant la période du confinement, puisque les gens faisaient leurs courses presque par construction près de chez eux, mais c'est une tendance qu'on continue à observer post-confinement, et donc les clients ont de cette manière réaffirmé leur attachement au commerce local. Et là, c'est vrai que la proximité, c'est un des maîtres mots chez Casino, donc ça tombe bien, ça vous conforte. Ce n'est pas une innovation à proprement parler, mais en tout cas, je dirais que c'est un peu le retour en force de la proximité. Quel service justement initié pendant le confinement? Je disais que vous avez fait preuve d'énormément de créativité, vous avez lancé plein de choses, vous venez d'en citer quelques-unes. Allez-vous poursuivre ou avez-vous poursuivi? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que vous avez mis en place hyper rapidement et vous dites « ah bah ça on va le garder parce que c'est vraiment une bonne idée ». Oui, par exemple Monoprix et Franprix avaient mis en place un service de commande par téléphone destiné notamment aux seniors pour leur permettre, c'était un sujet d'inclusion, pour leur permettre de passer des commandes par téléphone et de se faire livrer chez eux pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils digitaux. Donc ça, c'est un service qui va perdurer. C'est un exemple parmi d'autres. On a fait évoluer nos applications fidélité, comme je le disais, pour intégrer davantage de fonctionnalités. Là aussi, pour permettre aux gens de faire plus facilement leurs courses, fluidifier le passage en caisse, limiter les interactions, les contacts humains. Ça, évidemment, ça continue à monter en puissance. Voilà, c'est deux exemples parmi d'autres de choses qu'on a mises en place. Et puis il y a le click and collect. Bon, il y a évidemment le click and collect. Alors, le click and collect était déjà largement en place. On a élargi à un plus grand nombre de magasins, et ça aussi, ça va rester en place puisque les gens en fait se sont habitués pendant la période du confinement à commander sur Internet, et soit à se faire livrer chez eux, soit à les récupérer dans un magasin à proximité, et ça, évidemment, ça perdure après le confinement. On voit quand même dans la restauration, désormais, effectivement, le click and collect fonctionne très bien. Joris Esco, Easy Cash, je le disais, 120 magasins, mais aussi 750 000 produits en ligne. Donc, on vous amène les produits. Vous regardez avec nous combien ça vaut, finalement, ce produit déjà utilisé. On se met d'accord sur un prix et vous revendez reconditionné avec une marge. Et c'est bien ça le principe. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez vu comme changement? Mis à part, et ça on va en reparler dans un instant, effectivement, le bond du marché de l'occasion et de la seconde main, qui est un vrai sujet. Mais est-ce que vous, dans votre façon de fonctionner, si je vous posais les mêmes questions qu'à Cyril, est-ce qu'il y a des choses aussi que vous avez mises en place ou des transformations du coup qui se sont accélérées chez Easy Cash? Oui, ce qu'on a observé, c'est effectivement que les clients ont du bon sens. Il y avait tout un tas de notions qui gravitaient de manière plus ou moins floue dans l'esprit des consommateurs, et que la crise a sans doute permis de cristalliser. Donc il faut aller vite sur un certain nombre de choses qui sont, encore une fois,
fois des comportements adaptés des clients à la suite de cette crise. Donc concrètement, on va étendre la plage de produits que nous sommes capables de coter à distance, c'est-à-dire coter de manière digitale auprès des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client peut aller sur le site internet d'EasyCash et savoir en 2 clics de souris combien est-ce qu'on va lui reprendre son smartphone, sa console de jeu ou son livre. L'adaptation à la crise fait qu'on va essayer de développer beaucoup plus de familles, des processus informatiques beaucoup plus larges pour permettre aux clients, depuis chez eux finalement, de préparer leur visite en magasin en cotant depuis chez eux les produits qu'ils souhaitent nous vendre. Ça, c'est la première adaptation. La deuxième adaptation, c'est qu'on a accéléré un projet qui était calendairement pas forcément placé cette année, qui est celui de pouvoir payer les clients non plus en argent liquide, ce qui est une de nos promesses de base, mais avec des moyens, je dirais monétiques, qui permettent déjà de ne plus toucher l'argent liquide et permettent une transaction immédiate avec contrôle par le client sur son smartphone que la somme promise a bien été transférée sur son compte, je dirais de manière instantanée. Voilà. Donc c'est 2 choses qui me viennent à l'esprit, mais il est clair qu'on va devoir sans doute avancer un certain nombre de projets en termes de calendrier parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit, il y a un effet d'accélération sur les attentes des clients auxquels il va falloir nous qu'on apporte des réponses. Vous avez accéléré aussi, Julie Le Callennec, sur un projet, sur une nouvelle marque. Donc, je vous ai présenté Atelier Gaston. Ouais. Atelier Gaston, marque d'accessoires pour smartphone éco-responsable parce que vous utilisez des chutes de cuir des grandes maisons de luxe. Effectivement, voilà. Alors, ce sont des petits accessoires. Voilà, ça c'est pour mettre ces petits iPods. Petits écouteurs d'AirPods. Voilà, parce que tout ça c'est essentiellement autour des produits Apple que vous offrez ça. Mais du coup, vous avez accéléré sur le projet d'après. Exactement. En fait, pour nous, la période de confinement, ça a été compliqué puisque tous les magasins qu'on livre traditionnellement, la Fnac, Darty, etc., étaient eux-mêmes fermés. Donc, on a tous eu le temps un peu de réfléchir et de se dire que, surtout pour nous qui sommes une start-up, que la situation était quand même très fragile et que la sincérité a fait que les clients n'ont pas du tout annulé nos commandes. Donc, ils ont eu sûrement des consignes pour annuler d'autres commandes, mais toutes nos commandes à nous, ils les ont maintenues parce qu'ils étaient convaincus que l'après-confinement, des marques éco-responsables avec des vraies valeurs, sur un travail de proximité, puisqu'on est en Made in Europe, etc., allaient avoir du sens à la réouverture de leur point de vente. Donc ça, pour nous, déjà, c'était un geste fort, un peu d'espoir, voilà. Et en plus, après, nos clients nous ont quand même recontactés, etc., par rapport à des projets qu'on avait, puisqu'on avait le projet de lancer une gamme d'accessoires éco-friendly, mais qui soit pour la grande distribution. Puisque c'est sûr que des accessoires en cuir, travailler avec des maisons de luxe en Made in Europe, etc., c'est un certain coût. Même si on reste dans des coûts un peu de la téléphonie, on était quand même dans le ventre mou un peu élevé en termes de prix d'approche. Et donc, forcément, ça correspondait à une certaine cible. Et donc, notre objectif, c'était de se dire qu'on allait développer une gamme d'accessoires éco-responsables que tout le monde pourrait s'acheter au même titre qu'un accessoire qui vient de Chine. Donc, c'est ce qu'on a fait avec cette marque, voilà, Impact. Donc, c'est une marque qu'on a lancée là, il y a quelques jours, qui a été livrée dans 550 points de vente. Et ce qui a été assez magique pour nous, c'est qu'à la levée du confinement, quand on a présenté la marque, toutes les enseignes nous ont dit « mais banco, on y va, on y croit ». Une marque accessible, éco-responsable, avec des vraies valeurs et une histoire. Très rapidement, en quoi elle est éco-responsable? Parce que vu d'ici, je vois vous dire, ok, d'accord, c'est une coque d'iPhone comme les autres. Quoi. Exactement, mais c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, le consommateur, il n'est pas forcément prêt à faire un effort de dingue non plus sur son confort d'utilisation. Il a acheté un téléphone, mettons, à 1 000 € ou peut-être 300 ou 400 € chez mon voisin. Et donc, il a quand même envie de se faire plaisir avec une coque sympa. La difficulté, c'est que le marché de l'éco-friendly, souvent, c'est que ça se voit. Et si ça se voit, c'est pas gagné. Parce que le consommateur, il n'a pas forcément envie que ça se voit. Donc notre objectif, c'était de créer un produit qui soit un peu l'équivalent d'un produit que le consommateur connaît et qu'il sait appréhender. Donc c'est quoi la matière? En fait, c'est des déchets de l'industrie céréalière.
des déchets. Donc on donc travaille que c'est sur du de végétal. l'upcycling. Exactement, c'est une coque qui est compostable et on a mis un coating en amidon pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rayures parce que l'idée d'un produit éco-responsable pour nous, c'est que ce soit un produit qui dure dans le temps et qui soit durable et que bientôt les gens puissent aller le vendre chez EasyCash pour pouvoir lui donner une deuxième vie ou l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc il Parce que achète c'est ça, chez Casino et éco-responsable. ils vont le revendre chez EasyCash. Éco-responsable, c'est, si vous voulez, une coque en plastique qui vient de Chine, au bout d'un mois, Oui. elle est déjà rayée, elle est des fois un peu cassée, etc. Donc, quoi qu'il arrive, la promesse de durabilité du produit n'est pas hyper forte. Et je pense que les gens ont besoin d'avoir plus d'engagement là-dessus. Voilà. Alors, on va retrouver Laure, pardon, je ne vous ai pas encore fait intervenir, mais là, c'est notre liste, comme on dit. Ça, c'est intéressant parce que cette question du recyclage, de l'utilisation des déchets, de l'upcycling, vous, c'est votre combat de tous les jours. Votre combat avec TerraCycle et votre combat auprès des clients, des retailers, de tous ceux avec lesquels vous travaillez. Et justement, ce n'est pas si évident que ça, on va y revenir dans un instant, mais est-ce que vous aussi, vous avez vu une accélération de cette demande de la part des grands opérateurs en se disant aujourd'hui on n'a plus le choix, il faut qu'on y aille? Oui, c'est une très bonne question. Alors oui, on a vu une accélération, mais on a vu aussi quelques effets un peu paradoxaux en fait, dus à la pandémie, à la crise du Covid. Donc sur le secteur du recyclage, en fait, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, c'est que malheureusement, le secteur du recyclage a été fortement impacté par la crise, principalement à cause de l'effondrement du prix du pétrole, qui malheureusement n'encourage pas le marché des matières recyclées. Et qui rend le prix du plastique vierge beaucoup plus compétitif. Oui, c'est ça. Expliquez-nous, pardon de vous couper, Laure, expliquez-nous pourquoi très concrètement. Alors, très concrètement, aujourd'hui, le prix des matières premières recyclées, on va dire, pour qu'il soit compétitif, il faut qu'il soit moins cher que le plastique vierge ou au moins au même niveau. Le problème qu'il y a eu pendant le confinement, c'est que la demande s'est effondrée et donc ça a fait que le prix du pétrole, tout simplement, a fortement chuté, ce qui rend les plastiques et les matières recyclées peu compétitives. Donc si au niveau soit de la réglementation, soit de l'engagement des industriels, il n'y a pas vraiment un gros push pour remplacer le plastique vierge par du plastique recyclé. Je dis plastique, mais c'est aussi d'autres types de matières. Du coup, ça fonctionne pas. Donc on a vu en fait que l'industrie du recyclage a pas mal souffert. Il y a même des recycleurs qui ont dû fermer leurs portes parce qu'ils n'avaient plus de débouchés pour leur matière recyclée. Et donc ça, c'est assez paradoxal parce qu'on a vu en fait pendant le confinement un impact positif dans le sens où les gens en fait se sont rendus compte que l'impact de la consommation ou du consommérisme avait directement un impact environnemental fort, et en même temps le secteur du recyclage a été négativement impacté par ce qui s'est passé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Ensuite, il y a aussi un peu moins en Europe et dans certaines villes, des programmes municipaux de recyclage sont carrément arrêtés, manque de financement. Donc ça veut dire des matières qu'on pouvait recycler qui sont parties en incinération, en décharge. Et puis aussi, il y a une grande question autour des masques jetables et des EPI en général, des gants jetables, etc. Je lisais un article ce matin, on parle de 129 milliards de masques jetables qui sont utilisés par mois dans le monde. C'est énorme. Et là, on Donc se dit ça, qu'on c'est fait un un nouveau terrible flux en fait qu'il va falloir traiter, et on commence à voir son impact sur l'environnement, dans les océans, etc. Et ça, on se dit qu'on fait un terrible retour en arrière, effectivement. Je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à Loop, Laure. L'idée, c'était de repenser la manière dont on distribue les produits. Rappelez-nous le principe. Alors, Loop, l'idée, c'est de réinventer la consigne. En fait, le constat, c'était de se dire, mais comment faisait-on avant qu'on soit addict aux emballages jetables? Et donc, on a cette image du milkman, du marchand de lait qui nous est revenu. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut moderniser vraiment le système de consigne pour le rendre accessible aux consommateurs et qui réponde aussi aux enjeux de consommation actuels. Nous, on est convaincus que pour qu'un système plus
vertueux en fait de consommation se mette en place, il faut qu'il soit facile d'accès et il faut voilà, qu'il y ait ce côté pratique, parce que si on en demande trop aux consommateurs, ça fonctionne pas. On a vu beaucoup d'initiatives autour du vrac et c'est des initiatives nous qu'on encourage très fortement dans la grande consommation. Alors on a aussi vu qu'avec le Covid, malheureusement, il y a certaines enseignes qui ont dû arrêter pour des raisons tout à fait justifiées. Mais l'idée avec Loop, vraiment, c'est d'avoir la même expérience qu'avec des emballages jetables. Mais en fait, ce sont des emballages consignés, réutilisables, qui vont être facilement retournés à Loop pour qu'ils soient nettoyés et ensuite remplis par les marques partenaires de Loop, qui sont à la fois des grandes marques nationales et aussi des plus petites marques, des startups. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est de créer en fait un nouveau système. Et pour ça, un de nos partenaires vraiment importants, c'est la distribution, c'est la grande distribution. Donc on a lancé cette initiative en France avec Carrefour. Aujourd'hui, on est en train de la tester dans leur propre site de e-commerce. Ce qui veut dire que quand vous achetez vos produits sur le site de Carrefour, vous pouvez vous faire livrer des produits Loop et les rendre directement au chauffeur quand il vient vous livrer votre prochaine commande. Et puis, dans un deuxième temps, on va tester le concept dans des magasins en propre, donc dans une dizaine de magasins d'ici la fin de l'année. Cyril Bourgois, vous avez entendu ces trois propositions. Finalement, ce que j'ai remarqué aussi avec cette crise, c'est que vous, dans la grande distribution, vous faites déjà énormément de choses et vous faites déjà beaucoup de B2B, alors en particulier votre groupe, mais tous, vous avez étendu vos propositions, vos services. Sauf qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire. Hein. Et donc, ce marché de l'occasion de la seconde main, vous avez dit, on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est Discount. Signe avec Easy Cash, les questions de seconde main, les questions du vrac. Comment vous faites à un moment donné où vous dites on ne peut pas tout faire, il faut non, qu'on pas tout, en fait, on ne peut pas tout faire. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de nouer des partenariats stratégiques avec un certain nombre d'entreprises. On a un exemple récent avec Easy Cash, puisqu'on a installé un corner, Joris pourra peut-être revenir dessus, dans un magasin géant à Bordeaux, sur 30 mètres carrés. Donc c'est un mini magasin Easy Cash dans un magasin géant. Pourquoi ? Parce que ça répond à une demande croissante de la part de nos consommateurs, donc on s'y adapte. Et Easy Cash a une expertise de 20 ans. On n'a pas la prétention de le faire aussi bien, et donc nous, on alloue une partie de notre espace à quelqu'un qui est un professionnel et qui saura le faire tout aussi bien que nous. Vous avez cité Cdiscount. Cdiscount travaille avec Patatam, par exemple, qui s'est lancé en 2013, je crois, avec ce constat que, au départ, sur des vêtements pour enfants, ce constat que on achète tous, en tout cas tous ceux qui ont des enfants, des vêtements qui durent 6 mois, 1 an, 2 ans, et qu'on essaye ensuite de donner à d'autres. Voilà, et là l'idée c'était de le faire via le digital. Ils ont ensuite élargi leur offre et ça monte fortement en puissance. Aujourd'hui, Cdiscount propose sur sa marketplace à peu près 17 000 produits Patatam qui ont été, dont la qualité a été contrôlée par Patatam, dont le prix est fixé par Patatam, etc. Et puis on a plein d'autres initiatives. Alors, le vrac, Laure mentionnait le vrac. On a été assez précurseur, notamment l'enseigne Franprix en la matière. Donc maintenant, on propose une gamme étendue de produits vrac. Évidemment, ce qui vient immédiatement à l'esprit, céréales, mais aussi lessive liquide, des boissons, etc. Et puis on commence évidemment, comme d'autres acteurs de la grande distribution, à s'intéresser de près à la consigne pour certains types de produits. Voilà, donc on est évidemment très sensible à ces enjeux, puisque nos clients, nos consommateurs le sont aussi. Et au-delà, on a probablement un rôle prescripteur à jouer pour faire en sorte que les clients, dès lors que c'est simple, adoptent ces attitudes plus éco-responsables. Et justement, du coup, je poursuis par rapport à la nouvelle coque Impact. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer, est-ce que les consommateurs qui viennent dans vos enseignes seraient prêts à recevoir ce genre de produits ? Oui, bien sûr, parce que je ne sais pas quel est l'état des relations entre le groupe Casino et le produit Impact, mais oui, évidemment. En fait, là, je pense que la difficulté de l'équation pendant les mois qui viennent, c'est qu'il y a, disons, un peu une forme de schizophrénie entre la volonté
de consommer plus local, plus bio, plus éco-responsable et des contraintes de pouvoir d'achat qui vont s'imposer dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc tout l'enjeu va être de réussir à réconcilier les deux. Et c'est vrai que le marché de la seconde main, le marché éco-responsable, dès lors qu'il est assez économique, et donc j'étais très sensible au discours de Laure sur le fait que le produit soit accessible, ça ce sera déterminant pour faire en sorte que ça prenne. Oui, Parce que en dépit de ce qui est, enfin, en dépit de notre petit sondage, du sondage, quand on interroge les clients en France, les préoccupations liées au pouvoir d'achat sont quand même en train de revenir en force. Voilà, donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs, mais dans le résultat des enseignes. Exactement. Aujourd'hui, celle qui fonctionne le mieux, c'est la question du prix qui revient quand même très fortement en ce moment. Et cette histoire de seconde main, d'occasion, là aussi grosse accélération. Joris, on parlait de ces discounts, on parlait de Casino, vous avez signé avec Cora. Qu'est-ce que vous avez pu le ramener? Qu'est-ce qui fait que, selon vous, ça continue d'accélérer? C'est un moment où on se dit, mais il n'y aura plus d'occasion. Non, mais alors, moi, je suis surpris que l'occasion prenne un essor. Enfin, j'en suis ravi. Mais honnêtement, quelque part aussi tard. Il y a déjà, dans l'automobile, personne ne s'étonne de voir le marché de l'occasion au niveau à peu près de celui du neuf. Bon. Mais en fait, c'est logique. Moi, ma grand-mère a dû utiliser une cafetière dans toute sa vie. Aujourd'hui, parce que les gens ont envie de changer, parce qu'ils ont des sollicitations, parce qu'ils veulent toujours continuer à consommer et se faire plaisir, eh bien, il y a des registres de consommation qui sont différents. Et pour revenir à ce qui a été dit, dans le cerveau d'un consommateur aujourd'hui, il y a non plus deux ingrédients historiques qui sont le prix et le plaisir que je retirais en achetant un produit. Il y a un troisième ingrédient qui pousse très fort, c'est quel impact je vais avoir sur le monde, sur mon environnement, sur l'avenir de mes enfants, etc. quand j'achète un produit. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une prime très forte à l'engagement des entreprises sur les produits, quitte à ce qu'on voit pas se gommer dans les sondages l'importance du prix quand un consommateur fait un choix d'achat, mais à ce que, en tout cas, il puisse être amoindri. Voilà. Je pense que les deux éléments les plus forts aujourd'hui, quand un consommateur, ou a fortiori demain, quand un consommateur va acheter un produit, ce sera est-ce que, bon, déjà ce produit, est-ce que j'en ai besoin, mais est-ce que ce produit a finalement quelle est la portée de ce produit sur mon environnement. Après, le prix, évidemment que ça rentre en compte, ça entrera toujours en compte, mais ça n'est jamais que le troisième ingrédient d'une équation qui, auparavant, n'en comptait que deux. Et ça peut marcher pour tous les secteurs. Chez vous, je crois que c'est un quart des transactions, c'est sur la téléphonie, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Mais nous, en tant qu'opérateurs du monde de l'occasion, notre vocation est de finalement proposer d'occasion des gammes de produits qui ont eu du succès en neuf. Voilà. Donc on ne fait que suivre, je dirais, des mouvements de produits, voire de sociétés. Le smartphone, il y a 15 ans, ça pesait 0 chez nous, et ça n'existait pas. Donc évidemment que tout ce qui peut être consommé d'occasion et donc avec un prolongement de la durée de vie, voilà, où ça permet aussi aux clients de changer peut-être plus rapidement de smartphone, de retirer de l'argent d'un produit dont ils ne se servaient plus pour investir ailleurs. Voilà, finalement, ça modélise les choses de manière un petit peu plus complexe dans l'univers de la consommation. Ça rend, je pense, le consommateur beaucoup plus acteur également de sa vie de consommateur, justement. Et ça lui permet d'avoir plusieurs arbitrages, de gérer son stock, de se dire, tiens, ce produit-là, j'en ai plus utilité, je peux le donner, je peux le revendre, me racheter autre chose, etc. Je trouve ça, moi, plutôt séduisant intellectuellement. Et en tout cas, visiblement, ça répond à une aspiration massive des clients aujourd'hui, c'est clair. Cyril, juste une petite réaction. Vous avez l'impression que ça va vous prendre des parts de marché, l'occasion, la seconde main? Non, pas nécessairement. En fait, si je vais même encore plus loin, en fait, je pense que c'est un mouvement global qui nous fait tendre vers l'économie de la location. C'est-à-dire, en gros, je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelque chose de neuf, une économie de l'usage. Bon, évidemment, il y a des consommateurs qui voudront avoir quelque chose de neuf, absolument, etc. Mais c'est de moins en moins le cas. Et non, ça ne nous prend pas de part de marché. D'abord parce que ça se prête pas. Sur notre cœur de métier, ça reste quand même l'alimentaire. Si je mets ces discounts de côté, donc sur l'alimentaire, par construction, non. Et sur le non alimentaire, non. On a plutôt vocation à accompagner la tendance en multipliant les initiatives via des partenariats à ce stade. Et non, parce qu'en fait, tout notre enjeu, en tout cas, par exemple, celui de ces discounts, c'est de générer du trafic, etc. Et donc, dès lors que c'est la demande des
consommateurs, nous, il faut qu'on réponde à cette demande. Et ça coche effectivement toutes les cases. C'est-à-dire que cette troisième préoccupation, elle est intéressante parce que peut-être que c'est plus l'ère de la surconsommation, qu'on est dans l'ère de la consommation responsable. Ça permet peut-être de payer moins cher son produit parce que l'usage est mieux réparti. Ça permet enfin voilà. Enfin, c'est assez gagnant-gagnant. Ça a toutes les vertus, finalement. Ce qui est intéressant, ce qui revient là, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, finalement, la grande distribution, c'est un petit peu le cœur, alors que ce soit la distribution alimentaire, que ce soit Fnac, Darty, avec lesquels vous travaillez, qui sont en train de devenir aussi les hubs, finalement, de toutes ces nouvelles tendances de consommation. Et ce que vous me disiez en préparant ce rendez-vous, Julie, c'est finalement, vous, cette crise, ça vous a permis, alors ça m'a étonnée. Alors, vous étiez partie comme une DNVB, c'est-à-dire une marque qui se développe sur le digital uniquement. Vous partiez hop. Bon, sauf que la Fnac vous a repéré tout de suite et là, vous avez dit, bon, il faut que je me prépare, mince, qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs partenaires, vous nous avez expliqué comment ils vous ont accompagné dans cette crise. Et vous dites, finalement, moi, cette crise, ça m'a permis de nous dire que le commerce revient au cœur des priorités. Exactement. Alors ça, c'est évident. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas appréhendé. En fait, on se disait, en tant que jeune marque, il fallait qu'on raconte notre histoire, que c'était très important, etc. Alors oui, c'est important de raconter l'histoire, c'est important que le consommateur il connaisse vos valeurs, etc. Mais ce qui est important avant tout, c'est que le consommateur puisse avoir accès à votre produit. Mais vraiment. Et quand on démarre, on n'a pas forcément ça en tête parce qu'on a tellement de rêves, entre guillemets, qu'on est un peu porté par ce rêve. Et puis qu'à un moment donné, vous vous dites, non, le rêve, c'est d'être réellement... C'est qu'il l'achète. Ouais, c'est qu'il l'achète. Et donc, nous, on était partis, on a fait une campagne de financement participatif, on était partis pour être plutôt une marque digitale. La Fnac a changé, on est très heureux de ça, nos projets, puisque ça nous a permis de rentrer dans le retail, ensuite on est rentré chez Orange, ensuite on est rentré dans le réseau Apple Premium, etc. Et vraiment, on est hyper enchantés de tous ces partenariats et on est très contents en fait d'être dans le réseau retail parce que nous, on peut aller le samedi voir les consommateurs en vrai et voir ce qu'ils disent de nos produits, d'aller voir les chefs de rayon, les vendeurs et de leur dire mais c'est quoi qu'on doit améliorer. En fait, c'est eux qui nous permettent aussi, des fois ils ne la connaissent pas notre histoire, des fois on leur raconte notre histoire, ils disent ah bon mais c'est génial, on ne savait pas et voilà, c'est eux qui se l'approprient et ça permet. Donc nous on continue à être sur le digital bien sûr, on a un site, un e-shop, on a des réseaux sociaux, etc. Mais on se rend compte que finalement c'est le commerce qui est au cœur de tout. La finance bien sûr, mais le commerce parce que c'est ce qui vous permet de vous exprimer. Ça vous fait sourire, Cyril? Non, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Vous dites, non, mais c'est bien, c'est vrai, c'est important de le redire. C'est vrai que la grande distribution a un vrai rôle à jouer. Je le disais au tout début, c'est un rôle de quasi-service public. C'est-à-dire que, effectivement, les DNVB, comme on dit, je trouve qu'elles prennent de l'ampleur quand elles commencent à distribuer dans le monde physique. Des purs DNVB, il n'y en a pas beaucoup en pratique. C'est un peu ce que vous nous racontiez tout à l'heure, Laure, avec Loop qui s'intègre chez Carrefour et qui va s'intégrer finalement dans les magasins physiques. À un moment donné, pour aller toucher tout le monde, il faut aller le chercher, ce consommateur, et lui montrer qu'on est là. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on développe Loop dans plein de marchés dans le monde et en fonction des marchés, en fait, on va avoir, je pense, des développements qui sont assez différents. C'est vrai qu'en France, on s'est rendu compte assez vite que c'était très important de pouvoir essayer de faire vivre Loop dans des magasins physiques et je pense que ça a été renforcé aussi par l'expérience du Covid avec ce changement d'habitude de consommation, consommer dans les commerces de proximité, etc. Donc, ça a accéléré en fait la volonté de pouvoir tester. Après, c'est un modèle qui est très disruptif, Loop, puisqu'on repense complètement le modèle de distribution, de consommation. Il faut intégrer la consigne, le système de consigne dans les systèmes de paiement. Voilà, alors nous, on est une équipe extrêmement motivée, mais c'est vrai qu'on aimerait que ça aille encore plus vite du côté de nos partenaires, parce que on sait qu'on n'a pas vraiment le temps. En fait, ce changement, il faut qu'il soit fait plus rapidement. Mais oui, effectivement, le test en
dans les magasins physiques est important. Et c'est la même chose quand on parle de nos activités de recyclage sur TerraCycle. Aujourd'hui, nous, on fait de l'innovation et on développe en fait des nouvelles filières pour des déchets qui, a priori, ne sont pas recyclables, comme par exemple les stylos ou les instruments d'écriture avec BIC ou les capsules de café avec certaines marques de café. Et là, on cherche aussi, aujourd'hui, on a un modèle qui fonctionne très bien en ligne, où on s'appuie sur des réseaux d'ambassadeurs de collecte un peu partout en France. Mais on a vraiment envie d'aller plus loin aussi avec la grande distribution parce que les magasins sont des points centraux en fait du quotidien et on pense ils ont aussi un rôle à jouer sur l'implémentation de solutions de recyclage de proximité pour tous les consommateurs. Donc on travaille pas encore avec Casino, mais je sentais, peut-être un jour. Il va falloir on va se reparler, on va se reparler. Il va falloir que Cyril réagisse. Que Cyril réagisse à ça. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'à un moment vous dites on peut pas tout faire non plus quoi. Mais est-ce que notamment cette question du recyclage, il y a déjà pas mal on recycle. J'ai vu des mégots chez Franprix, il y a déjà pas mal de choses. Il y a plein d'initiatives. C'est ce qui est, je le redis, on peut pas tout faire. C'est-à-dire, les équipes du groupe Casino ne peuvent pas tout faire. En revanche, via des partenariats, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je serais ravi de discuter avec Laure, qui a peut-être d'autres contacts déjà au sein du groupe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, parce qu'on parlait beaucoup innovation, c'est qu'on en revient à des choses qui sont des choses du passé. La consigne, c'est vieux comme le monde. On a vous vous rappelez peut-être, Karine, il y a maintenant 2 ans, on avait lancé un service de paiement différé qui permet aux clients de différer leur paiement, notamment en fin de mois. Ça correspond à l'ardoise qu'on pouvait trouver dans la restauration ou chez le petit commerce de proximité il y a un siècle. Et donc on en revient à des modes de commerce qui avaient un peu disparu. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Sous une forme plus digitalisée, plus industrielle, un peu différente, mais c'est... Avec, sur la partie loupe et sur la partie emballage, ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, on se retrouve avec des emballages qui deviennent, dans lesquels les industriels doivent investir un peu plus, parce qu'il faut que ça soit des emballages durables, donc il faut qu'ils puissent être réutilisés dans la boucle, en fait, au moins 10 fois, avec une ambition de 50 et même plus quand c'est possible. Et donc ça permet aussi ça ouvre de nouvelles opportunités en termes de design des packaging et du coup en termes d'expérience aussi pour les consommateurs parce qu'on sait qu'ils sont en demande de nouvelles expériences. Je prends un exemple très, très, très simple, c'est celui du pot de glace qu'on a développé avec Häagen-Dazs aux États-Unis et en fait ils ont créé un pot de glace en aluminium qui est durable, qui est designé vraiment pour être réutilisé une centaine de fois et en fait ce pot de glace il permet de garder la glace en dehors du réfrigérateur pendant plusieurs heures. Donc ça permet en fait de nouvelles mode de consommation, de prendre son pot de glace, de l'amener en pique-nique. Donc il y a aussi des innovations en fait assez intéressantes qui viennent de simplement la volonté de passer à un modèle plus vertueux pour l'environnement. Et quand les uns et les autres se parlent, ça va beaucoup mieux, effectivement, et ça avance vite. Je crois que vous avez des partenariats avec L'Oréal aussi. Très rapidement, et puis on va voir si on a des questions, on a sans doute des questions de l'auditoire, justement sur cette question de l'emballage. Bon, vous faites par ailleurs énormément de choses dans le groupe Casino. On n'a pas parlé du bien-être animal, de tous ces aspects RSE. Pardon, mais voilà, on reviendra une autre fois. Mais la question de l'emballage précisément, parce que ça, c'est vrai que nos plastiques, on est en train d'en parler. Ouais. Est-ce que ça, vous en êtes où en fait chez vous? Encore une fois, on est assez avancé. On est beaucoup avancé sur le vrac. Ouais. Et sur nos plastiques, on a aussi évidemment plein de chantiers en cours. C'est un travail très lourd parce que c'est un travail de filière à mener. Donc on n'est évidemment pas seul dans le bateau. Donc il y a un travail c'est ce que vous disiez à l'instant, il faut se mettre tous ensemble pour en discuter et faire évoluer les choses. Mais tout avance assez vite parce que encore une fois, ça répond à une demande de plus en plus pressante de la part des consommateurs. Donc la partie à ce stade visible, c'est le vrac qui se développe beaucoup. Bon, avec la petite nuance qu'en ce moment, c'est pas forcément complètement évident ou compatible avec la crise sanitaire. Et bien sûr, les emballages sont amenés à beaucoup évoluer. Julie, vous y pensez dès le départ de la conception. Ça, c'est le minimum de l'emballage. Il n'y a pas de plastique là. En fait, là, nous, le rêve, ce serait d'arriver à faire de l'accessoire en vrac. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Parce que on veut bien réfléchir avec des enseignes sur un merchandising qui permettrait de le faire. Oui, on a fait, c'est un
un carton brut, tout simple, qui est fabriqué en France. Et on a mis un sticker pour éviter d'avoir trop de stock qui pourrait être obsolète. Et donc, là, on est au minimum du minimum. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les produits bio, très longtemps, c'est encore le cas largement, ils sont suremballés. Parce que c'est la filière bio, il ne fallait pas que les produits touchent des produits non bio, etc. Et donc c'était très compliqué à gérer. Et donc le choix qui avait été fait par la filière, c'était d'emballer les produits. Là, on voit que le vrac sur les fruits et légumes bio est en train de se développer massivement. Encore une fois, ça répond, c'est juste du bon sens. Mais sur les accessoires de téléphone, c'est le même concept, puisque les packaging en plastique avaient souvent plus de plastique que la coque elle-même. Puisqu'en fait, il fallait qu'il y ait une fenêtre pour qu'on puisse voir le produit. Et en fait, à l'intérieur, il fallait qu'il y ait une petite cale pour que le produit soit toujours bien rangé dans le rayon. Donc en fait, souvent, il y avait plus de plastique dans le pack que sur le produit lui-même. Donc c'était... moins de problèmes d'emballage quand on fait chez Zika, forcément. Mais j'ai quand même une question. Du coup, on parlait beaucoup de reconditionner. Comment vous travaillez, avec qui vous travaillez derrière tout ça? Ce sont des vendeurs EasyCash? Vous avez des partenaires? Alors, le reconditionnement, en fait, c'est un terme qui n'a absolument aucun cadre juridique, ce que l'on déplore. Donc, finalement, on s'en est créé un. Nous, on a créé notre propre vocabulaire autour du reconditionné pour dire à nos clients, voilà, reconditionner chez Zcash, qu'est-ce que ça couvre? Donc, dans le reconditionnement, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà le test du produit, s'assurer que toutes les fonctionnalités du produit sont bien présentes. Donc, ça, c'est une première étape. La seconde étape, c'est le nettoyage du produit. La troisième étape, alors je parle des produits high-tech, c'est tout ce qui est remise à zéro, vidage de mémoire, etc. Bon, ça se fait avec des logiciels. Et puis après, il y a éventuellement, si le test décèle ou détecte un dysfonctionnement, il y a effectivement, est-ce qu'on fait réparer le produit ou pas? Alors là, il y a un gros enjeu sur lequel on va se mouiller, parce qu'à un moment donné, il y a une équation qui est toute simple. On a acheté un produit à 200 €, et puis finalement, ça ne fonctionne pas, un smartphone où l'écran a un problème, et il faut faire réparer, et ça coûte 200 €. En clair, la marge promise, elle est de zéro. Bon, eh bien là, l'effort qu'on va faire, c'est de pouvoir, dans la limite évidemment d'une rentabilité au moins à zéro, de pouvoir privilégier la réparation du produit, quitte à ce qu'on gagne pas un centime sur ce produit, mais pour être, je dirais, cohérent là aussi avec notre concept. Donc le reconditionnement, c'est tout un tas d'étapes, évidemment, qui sont différentes selon la nature du produit, mais oui, en tout cas, c'est plus compliqué que le problème d'emballage qu'on n'a effectivement pas. Et effectivement, et surtout qu'il va falloir réfléchir vite, parce que je crois que c'est Seb qui propose désormais, des forfaits réparabilité, 10 ans, garantie, etc. C'est excellent. Toutes les pièces détachées disponibles. Je crois que la concurrence aussi travaille là-dessus, donc c'est une vraie émulation et il faut aller vite, toujours, c'est ce qu'on disait dès le départ. Je crois qu'on a une question de notre auditoire. Est-ce qu'on peut nous la mettre, s'il vous plaît, sur l'écran? Alors, comment accompagnez-vous l'exigence de transparence des consommateurs et les réglementations croissantes pour la traçabilité sur la fiche produit? C'est assez précis. C'est pour moi, je crois. Ouais, je pense que c'est possible. Allez. Non, vas-y. Alors, là aussi, il y a pas mal d'initiatives. Je ne vais pas pouvoir tout mentionner, mais je pense que la plus visible, c'est l'affichage qui est en train de se généraliser du Nutri-Score, qui est un indicateur parmi d'autres, du Nutri-Score sur les emballages. Alors, quand il s'agit de notre marque distributeur, évidemment, c'est nous qui avons la main. Et ensuite, les grandes marques décident ou pas de l'afficher, mais on voit que ça a quand même tendance à se généraliser. On pourrait citer d'autres initiatives dont on parle beaucoup, mais qui sont en pratique peu utilisées par les consommateurs à ce stade, liées par exemple au usage de la blockchain pour montrer aux consommateurs d'où vient le produit, ce qui en a été fait, etc. Pour l'instant, c'est pas encore. Il y a des tests qui ont été menés par différents distributeurs en France comme à l'étranger. Le grand public s'est pas encore vraiment saisi du sujet. Il reste assez attaché à son emballage et à la fiche produit de l'emballage. Ou à Yuka. Comment? Ou à Yuka, bien sûr. Ou les autres. C'est pas notre initiative, mais c'est très bien. Ça a permis, en fait, la grande vertu
Yuka, c'est que ça a permis de lancer le sujet en réalité, Mmh. et d'en faire un sujet, de le mettre sur la table. Et donc maintenant, toute la profession s'en saisit, parce qu'on a réalisé à cette occasion, enfin on savait déjà un peu, hein, on a réalisé à cette occasion que la question de la qualité nutritionnelle, de la provenance des ingrédients, etc., était une question importante. Voilà, donc j'ai cité deux exemples, mais bien sûr c'est un sujet important. Vous, ce que vous racontiez quand même à Atelier Gaston, vous dites, même si ce n'est pas désormais la priorité, l'histoire, mais c'est qu'à un moment donné, quand même, on peut la connaître, on peut savoir d'où ça vient et comment Bien c'est sûr. fait. Il faut d'abord, sur notre site, on raconte toute l'histoire, on met des photos. Sur nos réseaux sociaux, on prend en photo des grandes cuves remplies de chutes de cuir. Enfin, voilà, donc on est assez transparent. Pourquoi ? Parce que nous, on est dans le mieux, en fait. On n'a pas des labels et des critères. On ne peut pas dire que ce produit il a un label ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas. D'ailleurs, ce produit, mais il est en végétal. Donc, ce sont des végétaux transformés, etc. Des déchets. Des déchets végétaux. Mais il est fabriqué où ? Il est fabriqué en Asie. En Asie. En Asie. Voilà, mais ça, c'est pareil, vous l'affichez, vous on le expliquez dit. pourquoi. En revanche, ce qu'on dit aussi, c'est que d'habitude, quand vous importez même en vrac des produits d'Asie, ils vous mettent une petite mousse et puis ils vous rajoutent un petit sachet, enfin, ils vous enrobent tout le produit. Nous, on a demandé à tout enlever, on divise par 2 l'impact transport sur les produits. Donc déjà, c'est une première étape. Il se trouve que les usines d'injection, principalement, elles sont là-bas. Donc il a fallu aussi faire discuter des gens qui sont dans des régions différentes de Chine. Donc c'est pour ça qu'on a mis presque 1 an à développer ce projet, parce que c'était difficile d'arriver à un trade-off qui fasse qu'on arrive à atteindre notre objectif. Donc les bioplastiques, ça existe, c'est facile, hein, on fait des champs de blé puis on fait des coques avec. Mais nous, le fait de ne travailler que sur de l'upcycling et les déchets, là, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les 4. On pourrait discuter encore longtemps parce que vous avez tous des tas d'idées et on sent effectivement cette énergie pour avancer. En tout cas, merci infiniment. Merci à Laure Quecuron, General Manager TerraCycle et Loop Europe, qui était avec nous donc en visio. Merci infiniment, Laure. Ah bah voilà, ça y est, ça sonne à la fin de la récré. Julie Le Calonnec, fondatrice d'Atelier Gaston. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Joris Esco, directeur général d'EasyCash, et Cyril Bourgois, directeur stratégie, transformation digitale et innovation du groupe Casino. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces bonnes pratiques de l'après-Covid. C'est comme ça qu'on va les appeler et on sent que vous accélérez tous. Allez, restez avec nous. On fait juste une toute petite pause et puis on va conclure cette journée one-to-one live. À tout de suite.